Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars, et je pense que vous c'est pareil, de vous retrouver pour le débrief de match entre l'Olympique Lyonnais et le Strasbourg de Liam Rosenior. Victoire de l'OL 2-1, ça fait vraiment très plaisir. Sur le gong en toute fin de match, sur un pétard pleine lucarne, je vais tenter de rester le plus calme et le moins bruyant possible pour ne pas réveiller la maison, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, victoire sur le gong à l'arrache peut-être, mais on s'en fout parce que même si l'OL a des manques d'effectifs, c'est pas un effectif qui est ultra dense, c'est vrai, il y a des manques de qualité, bien sûr, mais en termes de valeur mentale, psychologique, ce groupe-là, les amis, il est admirable. Franchement, c'est admirable. Il y a plein de paramètres qui font qu'on aurait pu perdre le fil. Il y a plein de paramètres qui font que ça aurait pu nous tuer, nous flinguer littéralement, entre le 0-1 que met Panicelli, entre le pénalty raté par Tolisso, entre la blessure de Malik qui, je le pense, malheureusement sera assez lourde au vu des images. Il y avait tellement de faits de match qui auraient pu nous tuer et malgré ça, l'OL parvient à accrocher 3 points qui font vraiment plaisir et l'OL reprend sa marche en avant vers les places européennes. Tout ça, on va en reparler ensemble. Mais avant de commencer les amis, comme toujours, pensez au petit pouce là maintenant qui prend une demi-seconde pour fêter ensemble une belle victoire de l'OL 2-1. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents faits de match, vos impressions, top et flop. J'ai hâte de vous lire. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche et voilà, si le plaisir ou si le cœur vous en dit, pensez aussi à booster le contenu. Merci pour tout ça les amis, c'est parti pour le débrief du match et donc la première mi-temps de ce Olympique Lyonnais Strasbourg. Alors ce coup-ci contre Strasbourg, on a eu une compo un petit peu, alors pas inédite, c'est un grand mot, mais une compo un petit peu différente de l'accoutumée, avec au cage Dominique Greif, derrière une ligne de 4, Tagliafico, Nakate, Mata, Maitland-Niles, un pivot double, Tessman, Morton, et devant eux une ligne de 3, Fofana, Tolisso en plus ou moins numéro 10, à droite Adam Karabets, et en pointe, c'était un petit peu la surprise du chef, Pavel Schulz qui prend la place de Martin Satriano comme faux numéro 9. Alors il n'a pas été vraiment numéro 9, il n'est même pas d'ailleurs un vrai numéro 9 dans son profil de jeu, mais malgré ça, on a une forme de 4-2-3-1, et en face une équipe de Strasbourg coachée par Liam Rosenior qui a beaucoup, il faut le dire, beaucoup de qualité, notamment offensive, même si je trouve que défensivement c'est une équipe qui est un petit peu naïve, mais en Ligue 1, quand tu as Gueladoué, Valentin Barco, Enciso, quand tu as Diego Moreira, Panicelli qui est un super numéro 9 et le but qu'il met, c'est la classe des grands numéros 9 de Ligue 1. Il y a du matos, il y a beaucoup de matos côté Strasbourg et l'OL a joué une équipe qui, logiquement, à l'échelle du football français, doit être un candidat, je pense, quasiment naturel au vu des moyens. Je rappelle un mercato estival à 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros dépensés par Strasbourg. En toute logique, ce Strasbourg-là devrait finir top 6, normalement. Donc il faut être exigeant aussi avec une telle équipe. Quand tu as autant de moyens en Ligue 1 et que l'OL te bat, c'est que l'OL fait un bon match. Et je tiens à le dire, l'OL fait un vrai bon match sur l'aspect tactique. Je me rappelle, les amis, ça c'est un point qui est très important aussi, ce match de Strasbourg, il y a quelques jours au Parc des Princes, un match qui se finit par un nul où Strasbourg met 3 pions au PSG, quand même, faut le rappeler. En termes de contexte de match, Strasbourg s'était créé beaucoup plus d'occasions au Parc des Princes que chez nous au Parc OL. Ce qui montre bien quand même que tactiquement, ça c'est un point qui est important, l'OL a bien géré son affaire. Le staff et Fonseca, et aussi les joueurs qui ont appliqué le plan de jeu, ils ont tous très bien travaillé et le match a été vraiment bien préparé. Tactiquement, voilà, c'est comme toujours, quand tu parviens à neutraliser au maximum l'équipe d'en face, qui a beaucoup de qualité comme je vous l'ai dit, quand tu parviens à minimiser l'influence de Panicelli qui, même s'il marque un but dans le jeu, il a été relativement peu trouvé, en tout cas moins qu'au Parc des Princes, et quand tu parviens en plus à contrôler l'un des grands points forts de Strasbourg qui est l'apport des côtés des pistons, Moreira, Gueladoué, peu importe, t'as fait 3/4 du chemin, et l'OL a fait vraiment une belle partie d'un point de vue tactique. Voilà, bravo au staff et bravo aux joueurs, il fallait le dire en préambule. Donc l'OL en 4-2-3-1, et comme toujours le carré qui se forme dans le
cœur du jeu avec Morton, Tessman, Tolisso, plus très souvent Schultz qui reculait un petit peu. Et en fait, on a eu quasiment une animation en effet miroir entre Strasbourg et l'OL. Je vous en parle depuis longtemps en vidéo, Fonseca et son carré, c'est une histoire d'amour en termes d'animation collective. Et en face, Strasbourg, ils ont aussi un carré. Bah oui, quand tu prends la compo de Strasbourg, ils ont dans leur 3-4-2-1 ce pivot double dans le cœur du jeu qui est Almourabé plus Valentin Barco, et devant, il y a 2 joueurs qui vont soutenir Panikelli. Et ils avaient donc 4 éléments qui devaient contrôler le milieu de terrain. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est ajusté en partie sur eux. Et il y a eu comme un double duel avec Tolisso qui a suivi à la trace Barco quasiment tout le long du match. Pavel Schultz, lui, venait un petit peu gêner à la relance El Mourabé. Morton sur Ouattara, et j'ai repéré aussi Tessman sur Enciso. Vraiment quasiment une individuelle. Et ce match-là, c'est un petit peu aussi la morale de l'histoire, j'en parlerai après, mais ce match-là était vraiment une question de combat et de duel de 1 contre 1, à la fois offensif et défensif. Tout a été question sur 1h30 de duel gagné ou perdu. Et le but que l'on prend est un duel perdu et gagné par Panikelli. Et dans l'autre sens, Strasbourg a joué un jeu extrêmement risqué. Alors oui, ils ont plein de qualités offensives, j'en parle souvent en vidéo et en bien. Panikelli, Barco, Enciso, bien, très bel effectif, rien à dire. Mais défensivement, je trouve que Strasbourg s'est un petit peu plombé tout seul, avec une naïveté défensive qui m'a un petit peu surpris. Ils ont pris le risque, quasiment une bonne partie du match, d'assumer les 1 contre 1 derrière. Et le tout couronné par un pressing ambitieux, voire presque présomptueux, ce qui a pu coûter cher aux Strasbourgeois ce soir. Mais si je reviens à l'histoire du match, je dirais que l'entame de match, c'est typiquement ce qu'on voit sur des matchs où il y a 2 équipes qui jouent les mêmes ambitions. On se jauge, on s'observe, on regarde qui fait quoi, et je dirais que au quart d'heure du match, là, ça s'est un petit peu, même carrément ouvert. Et après ce tour de chauffe, c'est comme en Formule 1, c'est place à la course. Et on peut le dire aux environs de la 10e minute de jeu, le match commence vraiment à s'emballer. Strasbourg a une belle action. Côté gauche avec Morera qui va déborder, centrer, et Nakate anticipe vraiment très bien, il se jette, il tacle. C'est l'une des 3 ou 4 belles interventions de Moussa Nakate qui fait le taf encore une fois. Dans la foulée, l'OL répond, là encore en transition assez rapide puisque Morera se trouve côté strasbourgeois. Pavel Schultz prend la profondeur et là il part vers les cages de Penders Buckets de KFC et il frappe détourné. Et ce premier quart d'heure de jeu donne le tempo du match. Il montre ce que les 2 équipes comptent faire et ce qu'elles savent bien faire. En l'occurrence, l'OL piqué souvent en transition rapide, là où on fait le plus mal, et en face Strasbourg assez ambitieux, qui est plutôt haut sur le terrain et qui mène un pressing assez intense, même carrément intense, qui fait mal parce que Strasbourg est une équipe qui est jeune, un effectif qui est large et des principes de jeu, de dynamisme, d'agressivité, d'engagement, et tout ça il fallait l'assumer. Et Strasbourg a imposé à l'OL durant une bonne partie du match jusqu'à, je dirais, à peu près l'heure de jeu. Après ils ont un petit déclin physique qui est normal, mais durant 1 heure de jeu, Strasbourg impose du 1 contre 1 et c'est dur à gérer ça. Toutes ces équipes qui tentent le défi du pressing en 1 contre 1, il faut gérer à la fois pour nous et pour eux, parce que nous ça implique qu'on soit propre à la relance, parce qu'on se mange un pressing de tout terrain. Et en face, côté Strasbourg, il fallait tenir un tel pressing, ce qui est quasiment impossible, hormis les plus grandes équipes européennes comme le PSG, encore que c'est pas non plus tout le long du match. Mais voilà, Strasbourg était ambitieux, Strasbourg a voulu presser haut, nous faire mal physiquement. Ils ont su le faire durant une bonne partie de la première mi-temps. Je pense que l'entame de match statu quo, mais le moment entre la 15e minute et la, je dirais, 30e, c'est pour moi en tout cas clairement un temps fort pour Strasbourg qui a une forme de maîtrise technique et pas manqué, ce qui devait arriver arriva. Le but de Strasbourg intervient à la 25e minute de jeu au terme d'une belle action. Et on est en retard sur quasiment toute l'action du début à la fin, avec un appel contre appel de Panikelli qui est tellement bon. Le but qu'il nous plante de la tête plongeante, décroisée, millimétrée, voilà, c'est un but que les top numéro 9 sentent bien. Ça, c'est vraiment le but où tu sens le coup qui va se produire, tu te démarques, appel contre appel, bam, tête, c'est cadré, c'est clinique, c'est but, c'est létal.
Panikelli est un super numéro 9. C'est un de ces numéros 9 qui est, je dirais, à mi-chemin entre le foot d'avant et le foot de maintenant, parce qu'il a un profil qui voilà, est fort de haut jeu, pivot, remiseur, finisseur, quasiment un joueur de surface amélioré, quoi. Mais en même temps, il a ce côté volume physique, puissance, abattage, générosité. Voilà. Moi, il me rappelle un petit peu cette classe des numéros 9 de l'époque que j'aimais bien, les Van Nistelrooy, par exemple, qui ont ce flair, ce côté renard, qui sentent les coups. Il a un petit peu ce truc-là en lui, ce flair Panikelli, le joueur de Strasbourg, pardon, non, de Chelsea, mais à culpa de Chelsea Football Club, pour ceux qui auront compris où je veux en venir. Et donc après, qu'est-ce qu'il se passe? On se dit, ou en tout cas, moi je me suis dit, bon, il y a 1-0 pour Strasbourg. C'est un match compliqué parce que c'est une équipe qui, comme nous, prétend aux places européennes. Et là, j'étais pas confiant. Parce que quand tu es mené 1-0 par une telle équipe qui, en plus, a des qualités en projection, en transition qui sont évidentes avec à droite et à gauche des joueurs qui prennent le côté, qui sont assez dynamiques et qui mettent beaucoup d'intensité, j'avoue ne pas avoir été extrêmement confiant. Mais parce qu'il y a un énorme mais très positif, c'est que l'OL a tout de suite repris la marche en avant. Et ça, pour le coup, les Gones, c'est un très très gros point positif. Alors oui, c'est vrai, quelques secondes après le 1-0 pour Strasbourg, il y a une action qui est encore une fois très dangereuse, où à gauche, Moreira prend le côté, il centre en retrait, et là, c'est Niakhaté qui vient faire une nouvelle fois un sauvetage du bout du pied in extremis, parce que derrière lui, il y avait deux Strasbourgeois prêts à reprendre et à frapper. Et pour le coup, sans prendre trop de risques, je pense que ça aurait fait une très grosse occasion pour Strasbourg de breaker. Mais Niakhaté était là, lui qui fait encore une fois un très très bon match, le rock sénégalais, dans la charnière de l'OL. Et là, l'OL se reprend. L'OL reprend le fil de son match et ne baisse pas les bras. Fofana est lancé magnifiquement à gauche par Morton, une passe cachée, dissimulée, une passe dans le dos qui prend à revers Gueladoué, je crois, dans mon souvenir. Et là, Malika accélère, il veut centrer, c'est dévié, et ça part dans les cages de Penders, un partout avec un petit peu de réussite, c'est vrai, parce que Strasbourg avait clairement un temps fort et de maîtrise technique, on était moins bien qu'eux, à tous les niveaux, je pense, technique, physique, mais le un partout fait du bien, et on prend, évidemment qu'on prend, même si c'est un petit peu contre le cours du jeu, je dirais. Un partout et l'OL continue. L'OL ne s'arrête pas là. J'ai vraiment beaucoup aimé la réaction de nos joueurs qui n'ont pas perdu pied, n'ont pas baissé les bras et ont continué à 0-1, à 1 partout, d'appuyer pour continuer, pour faire mal encore et encore à Strasbourg. Et ça marche. Corentin Tolisso se mue en Ronaldo des Nazario à droite, passement de jambe, du droit, du gauche, accélération. Et là, il est touché par Valentin Barco qui lui met un coup au niveau de la cuisse droite, je crois. Penalty, ça me paraît juste logique. Après le ralenti, il n'y a pas trop de doute, il y a contact sur la cuisse de Corentin Tolisso. Penalty qu'il va prendre et qu'il va rater. C'est terrible à dire, mais l'OL a encore une fois raté un penalty. C'est le 3e, je crois, en 3 matchs. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait beaucoup. Pour un OL qui a du mal, malgré tout, à se créer des occasions nettes, quand tu rates des pénaux que tu parviens à te créer, à obtenir, tu te compliques la tâche, quoi. À la mi-temps, entre l'OL et Strasbourg, il y a un partout et des regrets, parce que l'OL fait un match, en tout cas une mi-temps qui est globalement sérieuse, en termes de match sérieuse, un petit round d'échauffement, un quart d'heure plus compliqué qui est, je pense, en faveur de Strasbourg, entre la 15e et la 30e minute de jeu, et après la fin de mi-temps, elle est pour nous, parce qu'on est vraiment bien, on est même très très bien, je dirais. On ressort mieux les ballons, techniquement c'est plus propre, physiquement on a augmenté le curseur intensité, bref c'était mieux en tout point, mais à la mi-temps il n'y a que un partout, et il y a évidemment ce risque que l'OL connaît malheureusement que trop bien depuis quelques temps, trop long, c'est que quand tu ne tues pas les matchs, quand tu ne tues pas l'équipe d'en face, tu lui laisses la chance de revenir et de croire en son destin. Alors la seconde mi-temps les amis, tout ce qui est foot, technique, animation, position, on oublie, on prend, on met quasiment à la poubelle parce qu'en fait la seconde mi-temps c'est avant tout des duels, de l'agressivité, de l'intensité, de l'expérience et une grosse touche de vice. Le vice que je symbolise par un joueur que j'aime tellement. Maintenant, vous me connaissez bien, c'est Nicolas Tagliafico. Tagliafico, il fait une seconde mi-temps. Alors, tout n'a pas été réussi, il y a plein de passes qu'il peut mieux gérer. Mais
dans l'intensité des duels, dans la grinta et le vice, le petit côté garce, pupute qui vient te chatouiller la cheville, t'écraser le doigt de pied et te dire je t'aime, droit dans les yeux. Tagliafico, c'est un match de garce. Mais moi, les garces, j'aime bien dans le foot, il en faut. Et dans une équipe comme l'OL qui manque parfois un petit peu de caractère, un petit peu aussi d'expérience, c'est tellement important. Des mecs comme ça qui vont te faire dégoupiller l'adversaire, c'est tellement important. Quand tu n'as pas les armes techniques pour être ultra dominant dans un match, il faut trouver d'autres ingrédients. Et parfois, parfois, c'est pas qu'une question de rapport au ballon, le foot, ça peut être aussi du psychologique. Et quand tu parviens à entrer dans la tête du mec en face, parce qu'il est plus jeune que toi, parce qu'il a moins d'expérience et moins de vices, tu fais une partie du chemin vers la victoire. Alors c'est pas tout, puisque le but du 2-1, dont je parlerai après, encore fallait-il le mettre, mais je pense que l'OL, d'un point de vue expérience et vice, a bien mieux géré le match que Strasbourg, qui reste, il faut le dire, une équipe certes talentueuse, mais une équipe jeune, voire naïve. Il y a eu tellement en second mi-temps, de duels. Je pense à Moreira et Tolisso qui se sont frités. Je pense aussi à Tagliafico et Galadoué qui a failli disjoncter avec l'Argentin. On a vraiment vu tous les ingrédients classiques d'un match entre concurrents pour les places européennes. Il y a le foot, c'est vrai, mais parfois il y a un peu plus que ça, et on a vu en ce dimanche un classico en Espagne, Barça-Real, qui le montre bien. Le foot, c'est une partie du match, mais il y a un peu plus que ça. La dimension mentale, psychologique, c'est super important. Et à ce petit jeu-là, il faut bien l'admettre, on a été meilleur que Strasbourg parce qu'on est plus expérimenté qu'eux, et que l'OL, d'une certaine façon, a des joueurs qui ont plus l'habitude des matchs à haute tension. Et à ce petit jeu-là, quand tu as Tolisso, Tagliafico et d'autres que j'oublie, c'est important, ça fait la diff, quoi. C'est vraiment des joueurs qui ont cette faculté à entrer dans les têtes des mecs en face. Et en tout cas, ça a été pour moi une des données importantes du match contre Strasbourg. Alors revenons malgré tout au jeu, parce que du jeu, il y en a eu un petit peu quand même en seconde mi-temps. Il y a une action à la 51e minute de jeu où Strasbourg parvient sur du jeu plus rapide et vertical à quasiment se créer une occasion. Et après, je dirais que côté OL, le début de seconde mi-temps, il est un petit peu à l'image de ce qu'on fait depuis quelques temps. C'est-à-dire un OL qui, globalement, n'est pas mauvais techniquement, mais un OL qui manque vraiment d'arguments offensifs. Ça manque de présence, ça manque de qualité devant pour conclure ce que l'on construit bien juste avant. En fait, comme toujours, l'OL fait plutôt bien les choses dans son camp et au niveau du rond central, mais dans l'ultime tiers du terrain, là où tout se joue côté offensif, ça manque de quelque chose, quoi. Ça manque un petit peu de talent, de finition, de qualité devant les cages adverses. Ça, c'est l'une des critiques que je formule souvent pour l'OL. Et le match continue comme ça, sur une forme de rythme un petit peu saccadé, très très haché, des fautes, des frictions. Et presque inévitablement, cette répétition des frictions, des tensions, eh bien, elle aboutit de manière crescendo au carton rouge. Le rouge de Doucouré qui vient faucher de manière horrible. C'est horrible par derrière. Bam, la tenaille. Il emporte le genou, la cheville de Fofana. C'est pas beau du tout à voir. Je mets à l'écran l'image pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il s'agit, de quoi je parle. Il prend tout. Carton rouge plus que mérité. J'espère qu'il prendra le tarif, 4-5 matchs de suspension, parce que là, Malik, à mon avis, on est un bout de temps sans l'avoir, sauf miracle absolu, sauf si Malik est un joueur hyper laxe et élastique au niveau des articulations, ce qui serait pour nous miraculeux, mais j'ai bien peur que non. Quand je vois ça, le genou tourne beaucoup, la cheville tourne quasiment à 90 degrés, c'est pas beau du tout. On va gentiment attendre que le staff et le club communiquent sur Malik le plus vite possible. Mais en tout cas, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour nous, parce que Malik, c'est l'un des rares joueurs de rupture du club, de l'effectif. C'est l'un des rares qui peut attaquer l'espace et faire du bien sans ballon. Tu ne l'as pas. Alors, on a peu de joueurs comme ça. L'un des seuls que tu as, tu le perds. Donc là, coach Fonseca, il va falloir une nouvelle fois faire parler la magie. Quoi qu'il en soit, c'est évidemment une très très mauvaise nouvelle et un casse-tête de plus pour Fonseca, parce que quand tu perds Malik, tu perds une cartouche très importante et un profil rare dans l'effectif. Donc bon, on verra bien ce qu'il pourra nous faire, en espérant que les bonnes nouvelles médicales tombent rapidement pour Malik
et en lui souhaitant évidemment un prompt rétablissement. Alors logiquement, dans un monde idéal, quand tu es à 11 contre 10, tu dois a priori avoir plus de facilité, créer plus de décalage, être plus dans le confort pour créer des occasions, mais en seconde mi-temps, à 11 contre 10, écoutez bien les gones, je mets à l'écran le chiffre qui vous le montre bien, en seconde mi-temps, à 11 contre 10, l'OL c'est 0,22 expected goal. Je répète, en seconde mi-temps, à 11 contre 10, l'OL c'est 0,22 expected goal. C'est évidemment trop peu parce que l'OL a une forme de stérilité, il y a un manque de qualité offensive dû aux limites de l'effectif. Alors sans vous refaire le couplet, le refrain de ce manque de qualité de l'effectif, ça c'est pas la peine d'en reparler, j'en parle tellement souvent en vidéo, mais là on se heurte de plein fouet aux limites intrinsèques individuelles de l'effectif. C'est comme ça, on le sait, c'est pas la peine d'en reparler, mais c'est aussi une des données qui font que même à 11 contre 10, tu ne parviens pas à être vraiment dangereux. Et ce que je vous dis là, je pense que tout le monde l'a plus ou moins ressenti, ou au stade ou à la télé, une forme d'impuissance face à un bloc de Strasbourg bien compact et en place qui, au final, parvenait à plutôt bien maîtriser un OL à 11 contre 10. Et je me suis dit, quelques temps avant la fin du match, bon bah voilà, tant pis, c'est comme ça, on est un de plus, mais on ne parvient pas à être dangereux, et on se dirige tout droit vers un match nul décevant qui aurait laissé des regrets, des points perdus, parce qu'on ne parvient pas, à 11 contre 10, à déséquilibrer un Strasbourg malgré tout en place. Que de regrets, quoi. Mais comme vous le savez, les amis, le foot n'est pas une science exacte. Heureusement, c'est tout le charme de ce sport qui est unique au monde. Sur un coup de dé, sur un coup de patte, un instant de grâce qui suspend le temps dans son envol, le match change parce que voilà, c'est l'instant de folie. Afonso Moreira côté gauche qui percute, qui rentre dans l'axe et sur une frappe mi-intérieur, mi-coup du pied, très très sèche et rectiligne, boum, pleine lucarne, pétard en pleine lucarne. Penders ne peut strictement rien faire, c'est le golasso de la partie. Quel but exceptionnel du Portugais. Vraiment, c'est un but de toute beauté et qui, voilà, c'est comme ça que moi je le comprends, c'est un but qui vient en même temps, malgré nos carences et nos limites, c'est un but qui vient récompenser une équipe qui ne triche jamais, qui donne tout. Et il faut le rappeler, parce qu'on ne le dit pas assez, moi le premier, un match de foot, c'est dur de le gagner. Une victoire, c'est dur à obtenir. Dans une Ligue 1 qui est très homogène, quand tu es l'OL, c'est dur de gagner un match. Donc ne faisons pas la fine bouche, ni l'épice froid, moi le premier qui suis trop exigeant parfois avec l'OL. Enfin bref, quoi, victoire de l'OL, 2-1, au terme d'un match qui, c'est vrai, est un petit peu en deux temps. Une mi-temps où l'OL a su piquer, l'OL aurait même pu davantage piquer Strasbourg, et une seconde mi-temps beaucoup plus hachée par les fautes, les contacts, l'intensité, les frictions, les tensions, mais c'est aussi ça le foot, et au final, 3 points de plus qui font extrêmement de bien, et qui font vraiment plaisir, puisque l'OL est 4e, et l'OL est bien placé là pour être dans les places européennes, c'est bien, continuons comme ça, c'est positif, d'autant plus dans un contexte où l'OL a moins de moyens, comme vous le savez. Bref, on passe à la suite, les tops et les flops du match, très très vite. Alors les tops et les flops du match, rapidement les amis, pour faire très très simple. Côté flop entre guillemets, parce que je n'aime pas le mot flop, mais c'est comme ça, il faut trouver un petit peu les joueurs qui m'ont paru les moins bien par rapport à l'équipe du soir. Je dirais qu'il y a un petit package de 3 joueurs que j'ai un peu moins aimé, parmi lesquels Tessman, qui techniquement est moins propre qu'il ne fut un temps, il est moins bien, même s'il permet l'équilibre dans le cœur du jeu. Voilà, il y a des pertes de balles qui me paraissent un petit peu trop faciles. Donc Tessman, c'est l'un de mes flops, techniquement moins propre. Numéro 2, je dirais aussi Adam Karabets, qui, alors oui, il a un pied gauche de qualité, c'est vrai, très bon sur les jeux plus longs, les centres, très bien. Mais même si Karabets est plutôt propre techniquement, je trouve que son profil de jeu est un petit peu trop restrictif et qu'il le rend trop prévisible. C'est, je prends le ballon, je rentre sur le gauche, je centre, parfois un peu trop vite aussi, un petit peu de précipitation, ou alors passe en retrait ou latéral. Et c'est ce qui rend en partie un peu trop prévisible Adam Karabets. Donc je pense que voilà, c'est pas un gros flop, mais dans le jeu, dans ce qu'il pourrait apporter à l'OL, ça manque un petit peu de variété, et c'est en partie dû à son profil technique.
c'est pas un joueur de 1 contre 1, il est pas extrêmement dynamique, pas extrêmement véloce, il a un très bon pied gauche, mais dans le 1 contre 1, c'est moins bon qu'un Malik, c'est moins percutant qu'un Moreira, il manque un petit truc, quoi, pour le rendre moins prévisible. Et enfin, mon troisième flop du match, je dirais Pavel Schulz. Là encore, c'est pas de sa faute, c'est quelqu'un qui a un profil tellement particulier. C'est pas un 9, c'est pas un 10, c'est un 9,5. Je l'ai dit à de multiples reprises sur la chaîne. Il a un profil qui est atypique. Et en France, en Ligue 1, et plus globalement dans le football français, les 9,5, c'est très rare. Pavel Schulz, c'est vraiment ça, ce profil de jeu-là. Et forcément, si on le met numéro 9 tout seul, on va être déçu. Si on le met numéro 10 pensant qu'il va créer le jeu, être l'élément créateur de l'équipe, on va être déçu aussi. Il est à mi-chemin entre les deux. La question que je pose, c'est est-ce qu'il est dans le fond un mauvais joueur? Non, c'est un bon joueur de foot. Mais est-ce qu'il est vraiment Fonseca compatible? Là-dessus, j'ai un gros doute. Bon, et pour finir, mon top du match, sans grande surprise, c'est le patron, c'est le rock, c'est le boss, Moussa Niakhaté. Quand je pense à toutes les critiques que j'ai pu, je pense logiquement, formuler sur lui l'an passé, quand je vois ce qu'il est maintenant devenu, à quel point il est le patron défensif de cette équipe-là, chapeau. Respect, monsieur Moussa Niakhaté, parce que le match qu'il fait encore aujourd'hui, c'est de très très grande qualité. Il y a au moins, je crois, 2 voire 3 sauvetages. Il a été vraiment décisif, Moussa, et en plus, écoutez bien, il a gagné 80% de ses duels au sol. Je répète, 80% de ses duels au sol. Un match de très grande qualité pour le patron, le rock sénégalais, Moussa Niakhaté.